Pour 100 millions d'euros, j'ouvre ce coffre en moins d'une minute, déclara la petite fille, sa voix à peine un murmure, mais tranchante comme du verre brisé dans le silence opulent. Avant de continuer, merci de commenter de quelle ville vous nous regardez. Un ricanement étouffé parcourut l'assemblée d'hommes en costume Zegna à 10 000 euros, mais la fillette ne scilla pas, son regard fixé sur la porte d'acier massive qui avait mis en échec les meilleurs experts du pays. La scène se déroulait dans le penthouse d'Étienne Dubois, au sommet d'un immeuble haussmannien de l'avenue Montaigne, le cœur battant du triangle d'or parisien. L'espace était une étude de minimalisme froid et intimidant. Des sols en marbre de Carrare si polis qu'ils reflétaient les lumières de la ville, des baies vitrées monumentales offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel scintillante, et au centre de tout, tel un monolithe ancien, un imposant coffre-fort Fichet-Bosch de 1912, symbole d'une richesse impénétrable. Au milieu de cette opulence stérile se tenait Chloé, 8 ans, une anomalie vivante. Son visage était maculé de suie, ses cheveux emmêlés cachaient des yeux d'une intelligence troublante et un vieux manteau 3 fois trop grand pour elle pendait sur sa silhouette frêle. Elle était l'incarnation de la pauvreté, une intruse invisible venue des caves de l'immeuble qui venait de rendre le luxe de la pièce non seulement absurde, mais soudainement vulnérable. Le bruit des forêts sur l'acier avait cessé, remplacé par un silence lourd de frustration et d'échec. C'est dans ce vide sonore qu'un léger grincement se fit entendre, non pas depuis la porte d'entrée monumentale, mais d'un panneau mural discret, dissimulé derrière une sculpture contemporaine. Le panneau s'entr'ouvrit, révélant une obscurité poussiéreuse d'où émergea Chloé. Poussée par le froid glacial des conduits de service et une faim qui lui tordait les entrailles, elle avait suivi le bruit et la chaleur, un instinct de survie la guidant vers ce sanctuaire de luxe inaccessible. La première à la remarquer fut Amélie de la Rochefoucauld, la fiancée d'Étienne. Son visage, parfaitement sculpté par les meilleurs chirurgiens de la place Vendôme, se tordit dans une grimace de dégoût pur. Un cri étranglé s'échappa de ses lèvres peintes en rouge carmin. « Étienne, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que cette chose fait ici ?» Sa voix, habituellement mielleuse, était devenue stridente, chaque syllabe sointant le mépris aristocratique pour cette saleté qui venait de souiller son univers immaculé. Étienne Dubois, dont le regard était perdu dans les chiffres d'une OPA hostile affichée sur une tablette, leva les yeux. L'irritation laissa place à une curiosité lasse, puis à un amusement cruel. Une enfant des rues sortit d'un mur de son penthouse. L'absurdité de la situation était une distraction bienvenue dans sa journée désastreuse. Il ne dit rien, se contentant de croiser les bras, un sourire en coin se dessinant sur son visage. Il allait laisser le spectacle se dérouler. Alerté par le cri d'Amélie, le chef de la sécurité, un colosse ancien membre de la gendarmerie, s'avança lourdement. Son visage était une caricature de scepticisme et d'autorité brutale. « Allez, oust, le cirque est terminé !» Il tendit une main large comme une raquette pour saisir le bras décharné de la fillette. Petite, ce n'est pas un jeu. Ce coffre Fichet-Bosch de 1912, même la Banque de France n'arrive pas à l'ouvrir. Mais Chloé ne recula pas. Elle esquiva la main de l'homme avec une agilité surprenante et fixa son regard non pas sur le garde, mais sur Étienne Dubois, le seul véritable pouvoir dans la pièce. Sa voix, claire et sans la moindre trace de peur, résonna de nouveau. « Pour 100 millions d'euros, j'ouvre ce coffre en moins d'une minute. » C'était une affirmation, pas une question, un défi lancé au cœur même de leur impuissance. Un rire glacial éclata, celui d'Amélie. « Elle veut 100 millions !» lança-t-elle à l'Assemblée, son rire se propageant comme une contagion. « Peut-être pour s'acheter un savon ou une nouvelle robe. » Les autres hommes en costume, d'abord surpris, se joignirent à la moquerie. Leur ricanement était une arme, conçue pour écraser et humilier cette anomalie, pour la renvoyer à son invisibilité. La pièce, si silencieuse quelques instants plus tôt, était maintenant remplie d'une cruauté sonore et collective. Étienne observait la scène, son amusement se muant en un calcul froid. Ses experts avaient échoué, sa fortune était en jeu. Cet enfant était un pari insensé, une chance sur 1 milliard, mais la situation était déjà désespérée. La voir supporter leur mépris avec une dignité si stoïque fit naître en lui une étincelle d'intérêt pervers. Il leva une main et le silence retomba instantanément, absolu, tendu. Il se tourna vers Chloé, son regard la jaugeant, la disséquant. Il était connu pour ses décisions audacieuses et ses coups de poker impitoyables. Ceci en serait un, le plus public et le plus ridicule de sa carrière.
Très bien, dit-il, sa voix résonnante contre le marbre. Le marché tient toujours. Ouvrez ce coffre-fort et 100 millions d'euros sont à vous. Devant témoins. Un silence de mort s'installa. Les rires s'étaient tus, remplacés par une stupéfaction totale. Amélie le regardait bouche bée, trahie. Les experts en sécurité se regardaient incrédules. Étienne venait de transformer une intrusion en un spectacle, mettant en jeu sa réputation sur le caprice d'une enfant sortie des murs. Sans un mot, Chloé hocha simplement la tête, ses yeux brillant d'une lueur intense, et s'avança vers le monolithe d'acier qui contenait le destin d'un empire. Sous le poids des regards incrédules, Chloé s'avança vers le coffre-fort. Elle n'était qu'une ombre frêle, se déplaçant sur le marbre immaculé, une anomalie vivante face au monolithe d'acier qui incarnait la puissance et l'échec de tous les hommes présents. Chaque pas était délibéré, silencieux, comme si elle marchait dans un monde que seule elle pouvait percevoir. Arrivée devant la porte blindée, elle se tourna, non pas vers Étienne, mais vers l'assemblée entière. « Silence complet », ordonna-t-elle. Sa voix n'était plus un murmure, mais un commandement sec, empreint d'une autorité si pure qu'elle glaça les sourires narquois et fit taire les chuchotements méprisants. Le silence qui s'ensuivit fut absolu, presque douloureux, un vide attendant d'être comblé. Elle posa alors délicatement sa joue contre la surface froide du métal. Ses yeux se fermèrent, l'isolant du penthouse opulent, des costumes coûteux et des visages pétrifiés. Elle n'était plus dans la pièce, elle était à l'intérieur du mécanisme, écoutant le langage secret des engrenages et des ressorts, un dialogue inaudible pour des oreilles ordinaires. Un murmure à peine perceptible s'échappa de ses lèvres, une confidence faite au coffre-fort lui-même. Le troisième tambour est désaxé de 0,2 mm à cause de la pression barométrique. La phrase flotta dans l'air, absurde et incroyablement précise, une information qu'aucun expert n'avait pu déceler avec leurs instruments sophistiqués. Le chef de la sécurité plissa les yeux, son scepticisme brutal commençant à se fissurer. Amélie de la Rochefocale laissa échapper un petit son étranglé, un mélange de dégoût et de fascination horrifiée. Étienne Dubois, lui, ne bougeait plus. Son masque d'amusement cruel s'était évaporé, remplacé par une intensité féroce. Il comprenait qu'il n'assistait pas à un jeu d'enfant, mais à une démonstration de génie pur. Chloé retira sa tête et, sans regarder personne, commença son exposé, d'une voix clinique et détachée. Tous les experts ont tenté de forcer les peines en titane en séquence linéaire. C'est une erreur fondamentale. Chaque mot était une gifle à l'orgueil des spécialistes qu'Étienne avait payé une fortune. Elle poursuivit, ses petites mains flottant devant la serrure complexe comme pour en dessiner l'anatomie invisible. Ce modèle a un mécanisme à double tambour avec contrepoids. Il faut aligner les peines secondaires dans l'ordre inverse de leur fabrication. Le jargon technique était si dense, si assuré, qu'il créait un fossé infranchissable entre son savoir et leur ignorance. Rhin, en utilisant la vibration sympathique pour les libérer avant que le mécanisme principal ne se verrouille. Elle acheva sa phrase et le silence devint encore plus lourd, saturé par la complexité de ce qu'elle venait d'énoncer. Elle ne parlait pas d'ouvrir une serrure, mais de résoudre une équation de physique et d'ingénierie mécanique vieille d'un siècle. Ses doigts, maculés de suie, se posèrent enfin sur le large cadran de laiton. Il n'y eut aucune force, aucune tension, ses mouvements étaient d'une finesse exquise, des rotations minuscules, des pauses minuscules, une danse précise dictée par le son et la vibration que seule elle pouvait interpréter. Soudain, un clic, sec, métallique, tranchant. Il résonna dans le penthouse comme un coup de feu. Puis un deuxième, plus profond, un troisième à peine audible. C'était la symphonie de la capitulation du coffre, chaque note signifiant la défaite de l'acier face à l'intelligence d'une enfant. Avec une dernière rotation, si douce qu'elle semblait être une caresse, elle tourna la poignée massive. Un sifflement pneumatique long et satisfait se fit entendre, alors que les joints hermétiques se libéraient. La porte d'une demi-tonne, qui avait résisté aux forêts à pointe de diamant, pivota sur ses dontres avec une lenteur majestueuse, révélant une obscurité prometteuse. Le trapèze collectif de l'assemblée fut la seule réponse. La stupéfaction était totale, gravée sur chaque visage. Les mâchoires des hommes en costume Zénia, si prompts à ricaner quelques instants plus tôt, pendaient mollement. Le sifflement pneumatique s'éteignait, laissant place à un silence si total qu'il en devenait assourdissant. Ce n'était pas une simple absence de bruit, c'était un vide sonore, une entité palpable qui absorbait l'air, les pensées et les battements de cœur.
Dans le penthouse d'Étienne Dubois, le temps lui-même semblait s'être figé, suspendu au spectacle d'une porte d'une demi-tonne béante, vaincue par une enfant de 8 ans. Les visages de l'assemblée étaient des masques de cire, figés dans une expression de pure incrédulité. Les mâchoires des hommes en costume Zénia, si prompts à ricamer quelques instants plus tôt, pendaient mollement. Leurs yeux, habitués à évaluer des bilans financiers et des courbes de croissance, étaient incapables de traiter la scène qui se déroulait devant eux. L'impossible fait chair dans la silhouette d'une fillette en haillons. Le contraste était d'une violence inouïe. D'un côté, l'obscurité profonde du coffre-fort, promesse d'une fortune sauvée. De l'autre, Chloé, immobile, son visage impassible baigné par la lumière crue des lustres en cristal. Elle n'avait pas l'air triomphante, mais simplement factuelle, comme si elle venait de résoudre une simple équation. C'était cette absence d'émotion qui rendait son exploit encore plus écrasant. Le chef de la sécurité fut le premier à détourner le regard. Son visage, caricature de scepticisme brutal, s'était affaissé. La certitude de son expérience, de sa force, de sa connaissance du monde s'était volatilisée. Il n'était plus un gardien, mais un témoin obsolète de sa propre incompétence. Une rougeur de honte monta à ses joues, brûlante et humiliante. Le visage d'Amélie de la Rochefoucauld était une ruine. Le dégoût s'était mué en une horreur paralysée. Cette chose, cette saleté venue des entrailles de l'immeuble venait de pulvériser l'ordre de son univers. L'intelligence, la vraie, ne portait pas de talons Louboutin ni ne dînait au Plaza Athénée. Elle portait un manteau trop grand et sentait la poussière. Son mépris se retournait contre elle comme un venin. Les ricanements des autres invités flottaient encore dans l'air comme des fantômes toxiques. Chaque homme se sentait soudainement nu, exposé. Leur richesse, leur pouvoir, leur arrogance collective semblaient désormais ridicules, des parures vides face au génie pur qui se tenait devant eux. La honte n'était plus individuelle, elle était devenue un chape de plomb collectif. Étienne Dubois, lui, ne regardait pas le coffre. Il ne regardait même plus les visages décomposés de ses invités. Ses yeux étaient rivés sur Chloé, et en elle, il ne voyait plus une intruse ou une curiosité. Il voyait une force de la nature, une intelligence si pure et si tranchante qu'elle redéfinissait les lois de son monde. Une épiphanie violente et lumineuse le frappa. Cet enfant n'était pas seulement une clé pour son coffre-fort, elle était une clé pour lui-même. Dans ses yeux clairs et sans peur, il vit un miroir. Un miroir de ce qu'il aurait pu être avant que l'ambition ne remplace la curiosité, avant que les chiffres ne remplacent les idées. Il se souvint d'un jeune garçon fasciné par les étoiles, qui rêvait de construire des fusées avant d'apprendre à construire un empire. Où était passé ce garçon? Il s'était perdu dans les salles de conseil, les OPA hostiles et les soirées mondaines vides de sens. Chloé était le fantôme de son propre potentiel perdu. Et puis, il comprit la véritable nature de sa solitude. Il était entouré de luxe, de courtisans, d'une fiancée sculpturale, mais il était profondément seul. Sa vie était une transaction permanente. Cet enfant, sorti de nulle part, n'avait rien demandé d'autre qu'un défi. Elle n'était pas venue pour son argent, mais pour prouver une vérité. C'était la première interaction authentique qu'il avait eue depuis des années. La pièce, avec son marbre de Carrare et sa vue sur la tour Eiffel, lui parut soudainement fausse, un décor de théâtre absurde. La seule chose réelle, la seule chose qui importait vraiment, était la petite silhouette debout près du monolithe d'acier. Elle était la solution à un problème qu'il ne savait même pas qu'il avait, le vide de sa propre existence. Une décision s'imposa à lui, non pas calculée, mais instinctive, irrévocable. La protection de cet enfant, de ce miracle, devint instantanément le nouveau centre de gravité de son univers. Tout le reste n'était que poussière. Ce fut Amélie qui, la première, retrouva sa voix. Une voix stridente qui tentait de ramener la situation à une normalité qu'elle pouvait mépriser. C'est un tour de passe-passe, une sorte de monstre de foire. Étienne, appelle la police, débarrasse-nous de ça. Étienne se tourna lentement vers elle. Son visage n'exprimait ni colère ni amusement. Il était d'un calme glacial, celui d'une décision irrévocable. Son regard la traversa, la jaugeant non plus comme sa fiancée, mais comme un obstacle insignifiant. Un monstre, Amélie. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle porta dans le silence comme une lame.
Vous suggériez tout à l'heure qu'elle pourrait s'acheter un savon avec l'argent. Je pense que même tout l'or de ce coffre-fort ne pourrait acheter la classe qu'il vous manque en cet instant. Le coup porta. La humiliation fut publique, chirurgicale et totale. Il continua, sans élever la voix, chaque mot pesé pour détruire. Vous voyez une anomalie, je vois l'avenir. Vous voyez de la saleté, je vois un brillant plus pur que n'importe quel diamant que je vous ai offert. Votre monde est fait d'apparence, le sien est fait de vérité fondamentale. Il fit un pas vers Chloé, se plaçant symboliquement entre elle et le reste de la pièce. Cet enfant vient de sauver un empire en 60 secondes, avec une intelligence que personne ici ne peut commencer à comprendre. Et vous, chère Amélie, qu'avez-vous accompli aujourd'hui, à part choisir la bonne couleur de rouge à lèvres? Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles écraser ce qu'il restait de la superbe d'Amélie. Notre engagement est terminé. Vous pouvez garder la bague. Considérez-la comme une indemnité de départ pour votre rôle dans ma vie passée. Puis, tournant le dos à sa fiancée défaite et à l'assemblée médusée, il fit la seule chose qui avait encore du sens. Il s'avança vers Chloé, non pas comme un milliardaire s'adressant à une enfant des rues, mais comme un homme reconnaissant enfin la présence d'une force supérieure, une lumière dans l'opulence stérile de son existence. Étienne se détourna de l'assemblée, leur laissant le spectacle du visage décomposé d'Amélie et de leur propre humiliation collective. Le bruit du monde, les ricanements, les ambitions, tout cela s'était évanoui, remplacé par le silence assourdissant qui entourait désormais la petite fille et lui. Il créa une bulle d'intimité au milieu du chaos, un sanctuaire improvisé sur le marbre froid. Avec une lenteur délibérée qui contrastait avec l'urgence de sa vie entière, il s'agenouilla. Le tissu de son pantalon à plusieurs milliers d'euros protesta à peine alors qu'il descendait au niveau de Chloé, abandonnant sa stature de titan de l'industrie pour devenir simplement un homme face à un enfant. C'était un acte de reddition, une abdication de sa puissance face à la sienne. Son regard plongea dans les yeux de la fillette et pour la première fois, il ne cherchait pas le génie, mais l'âme. Il y vit une dignité ancestrale, une solitude si profonde qu'elle semblait avoir été forgée au cœur d'une étoile morte. Il y vit la fatigue d'une survivante, pas la fierté d'une gagnante. Sa voix, lorsqu'il parla, était dépouillée de toute son arrogance habituelle. C'était un murmure rauque, presque incertain. « Les 100 millions d'euros sont à vous, Chloé. C'est une dette d'honneur. Vous pouvez avoir n'importe quoi. Une maison, des écoles, des jouets, tout ce que vous pouvez imaginer. » Il marqua une pause, scrutant son visage impassible, sentant que ces mots, pour la première fois de sa vie, n'avaient aucun poids. « Mais ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas ?» Il se pencha un peu plus près, sa voix se brisant presque. « Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez, vraiment ?» La question resta suspendue dans l'air, fragile et immense. Chloé ne répondit pas tout de suite. Son regard quitta celui d'Étienne et se perdit un instant vers les lumières scintillantes de Paris, comme si elle y cherchait un souvenir lointain. Le masque de la savante stoïque se fissura, révélant une vulnérabilité infinie. Quand elle parla enfin, ce n'était plus la voix clinique qui avait disséqué les secrets du coffre-fort. C'était le murmure fragile d'une enfant de 8 ans, une voix si petite qu'Étienne dut retenir sa respiration pour l'entendre. « L'argent, commença-t-elle, ses yeux revenant vers lui, l'argent ne réchauffe pas quand on a froid la nuit. Et il ne répond pas quand on lui parle. » Elle prit une minuscule inspiration, rassemblant le courage de formuler le désir le plus profond de son cœur. « Mon père, il est parti un jour. Il m'a dit qu'il reviendrait vite. » Une ombre de douleur traversa ses traits. « Il n'est jamais revenu. » La phrase, si simple, frappa Étienne avec la force d'un poing invisible. Il sentit sa gorge se nouer, une brûlure montant derrière ses yeux. Toute sa richesse, tout son pouvoir, tout son empire semblaient soudain n'être qu'une montagne de poussière face à cette vérité nue et désolée. Il comprit alors que le génie de Chloé n'était pas une arme, mais une armure. Une forteresse incroyablement complexe construite autour du cœur brisé d'une petite fille qui avait été abandonnée. Elle n'avait pas ouvert un coffre-fort pour l'argent, elle l'avait ouvert pour prouver qu'elle existait, pour crier son existence à un monde qui l'avait rendue invisible. Sa décision, déjà prise, se cimenta en une certitude absolue. Non plus un choix stratégique, mais un impératif moral. Il n'allait pas être un simple bienfaiteur, il allait être une présence.
Je ne partirai pas, dit-il. Et les mots étaient un vœu, un serment prononcé dans le silence du penthouse. Pour la première fois depuis son apparition, une émotion claire traversa le visage de la fillette. Une larme unique et parfaite perla au coin de son œil, traçant un sillon propre sur la suie de sa joue avant de tomber en silence sur le marbre. 6 mois plus tard, la suie avait été remplacée par la soie. Mais les yeux de Chloé conservaient la même lumière intense et insondable. Vêtue d'une simple robe bleu marine, coupée dans un tissu qui murmure le luxe sans le crier, elle se tenait dans les coulisses dorées de l'hôtel de ville de Paris. Sa transformation était frappante, non pas parce qu'elle avait changé, mais précisément parce qu'elle était restée la même. La dignité stoïque qui l'habitait dans les caves de l'avenue Montaigne est désormais sa signature dans les salons les plus prestigieux du monde. La scène n'était plus un penthouse privé, mais la salle des fêtes, un écrin de dorures et de lustres monumentaux où se tenait le sommet mondial des villes résilientes. Les maires de New York, Tokyo, Londres et de dizaines d'autres métropoles étaient réunis, leurs visages graves reflétant l'impasse dans laquelle ils se trouvaient. Un problème d'une complexité inouïe les paralysait. Comment concevoir un réseau énergétique capable de résister à une cyberattaque quantique coordonnée? Une menace théorique devenue soudainement imminente. Les meilleurs ingénieurs du monde, des sommités du MIT et de l'École Polytechnique, avaient présenté leurs modèles. Tous avaient échoué, leurs simulations s'effondrant les unes après les autres face à la puissance de calcul de l'ennemi invisible. Un silence lourd, similaire à celui qui avait précédé l'ouverture du coffre-fort, s'était installé dans la salle. Un silence fait d'échecs collectifs et de peurs grandissantes. Assis au premier rang, un ingénieur allemand au visage sévère, Herr Schmidt, murmura à son voisin avec un mépris à peine voilé en voyant la silhouette de Chloé s'approcher de la scène. Dubois a-t-il perdu la raison? Il nous présente une enfant comme solution. C'est une insulte à cette assemblée. Le sentiment d'absurdité et de scepticisme se propagea en chuchotement à travers les rangées de dignitaires. Étienne Dubois monta sur l'estrade, son calme tranchant avec la tension ambiante. Il ne chercha pas à justifier son choix par un long discours. Il se tourna vers l'assemblée, son regard balayant les visages incrédules, et déclara d'une voix posée. « Mesdames et messieurs, face à un problème que nos esprits conventionnels ne peuvent résoudre, j'ai l'honneur de vous présenter l'architecte en chef de la Fondation Leroy Dubois, mademoiselle Chloé Leroy. » Sans un regard pour l'audience, Chloé s'avança vers le pupitre. Elle était si petite que seule sa tête et ses épaules dépassaient. Elle posa ses mains de chaque côté du bois massif, prit une profonde inspiration et laissa le silence s'épaissir jusqu'à devenir presque solide. Elle n'était plus une intruse. Elle était le point focal de l'attention mondiale. Sa voix, claire et amplifiée par les micros, résonna dans la salle. « Votre erreur fondamentale, commença-t-elle, chaque mot précis comme un scalpel, est de vouloir construire une forteresse. Vous cherchez à bâtir des murs numériques de plus en plus hauts alors que l'ennemi a déjà appris à se téléporter. » La simplicité brutale de son diagnostic fit taire les derniers murmures. Elle poursuivit, son exposé se transformant en une symphonie de concepts révolutionnaires. Il ne faut pas un bouclier, mais un système nerveux. Un réseau décentralisé, basé sur une architecture de cryptographie en treillis, capable non pas de bloquer l'attaque, mais de l'absorber, de la métaboliser et de la rediriger en temps réel. Pensez à un banc de poissons, pas à un bon cœur. La résilience n'est pas dans la rigidité, mais dans la fluidité adaptative. Le jargon technique était dense, mais l'image était si puissante, si évidente une fois formulée, qu'une onde de choc parcourut l'assemblée. Herr Schmidt, l'ingénieur allemand, laissa tomber son stylo, sa bouche entr'ouverte dans une expression de pure stupéfaction. Il ne voyait plus une enfant, mais l'incarnation d'une perspective qu'il avait passé 30 ans à ignorer. Soudain, le maire de Tokyo se leva, ses mains se joignant dans un applaudissement sonore et solitaire. Puis le maire de Londres l'imita, suivi par celui de New York. En quelques secondes, la salle des fêtes entière fut debout, le scepticisme balayé par une ovation assourdissante, un tonnerre de validation qui fit trembler les lustres centenaires. Chloé ne sourit pas. Elle se contenta d'incliner la tête, acceptant leur reconnaissance non pas comme un hommage, mais comme l'acceptation logique d'une vérité qu'elle avait simplement énoncée. Elle avait, une fois de plus, ouvert une porte que tous croyaient inviolable, non pas avec des outils, mais avec la pureté de sa vision. Plus tard, dans le calme d'un salon privé surplombant la scène, Étienne s'approcha d'elle.
Il ne dit rien de l'ovation, ni de la révolution qu'elle venait de déclencher. Il posa simplement une main sur son épaule et dit, sa voix chargée d'une émotion profonde, « Ton père n'a pas seulement conçu un coffre-fort, il a créé un héritage. Et aujourd'hui, le monde entier a vu son génie s'épanouir à travers toi. Marc Leroy aurait été si fier. » Pour la première fois, un sourire authentique et lumineux illumina le visage de Chloé. 10 ans plus tard, la scène n'était plus un penthouse silencieux et stérile, mais le cœur vibrant de l'innovation française, Station F. L'air ne sentait plus le marbre froid et le métal inaccessible, mais vibrait d'une énergie palpable, un mélange d'ambition, de caféine et d'avenir. Sur la scène principale, devant un parterre de lauréats Nobel, de leaders technologiques et de chefs d'État, se tenait Chloé Leroy, désormais une jeune femme de 18 ans. C'était le sommet annuel de la Fondation Leroy-Dubois, l'événement philanthropique le plus influent de la planète. Chloé portait un tailleur d'une sobriété impeccable, une coupe qui suggérait le pouvoir sans l'ostentation. La suite et les haillons avaient laissé place à la soie, mais la véritable transformation n'était pas vestimentaire. C'était dans sa posture, droite et assurée, et dans sa voix, autrefois un murmure tranchant, désormais calme et posé, capable de captiver des milliers de personnes. Seuls ses yeux, d'une intelligence presque douloureuse, conservaient la même lumière intense et insondable, le souvenir permanent de l'enfant qui avait écouté le secret d'un coffre-fort. À ses côtés, Étienne Dubois n'était plus le prédateur financier au sourire cruel. Le temps et la mission de sa vie avaient adouci ses traits. Il était devenu le gardien d'une flamme, un mentor et, par-dessus tout, un père. Son regard ne balayait plus la salle pour y évaluer des cibles ou des concurrents. Il était fixé sur Chloé, débordant d'une fierté si profonde qu'elle en était presque tangible. Il avait échangé un empire de produits de luxe contre un héritage d'humanité. Notre fondation n'est pas née dans une salle de conseil, mais dans le froid d'une cave, commença Chloé, sa voix résonnant dans le silence respectueux. Elle est née de la conviction que le potentiel humain est la ressource la plus précieuse et la plus tragiquement gaspillée de notre monde. Nous ne cherchons pas des diplômés des grandes écoles, nous cherchons les invisibles, ceux que la société a déjà condamnés. Derrière elle, un écran géant s'illumina, projetant l'image d'un jeune garçon de l'Amazonie. « Voici Kael », poursuivit Chloé. Il y a 3 ans, il vivait dans un village sans accès à l'eau potable. Aujourd'hui, grâce à un système de filtration bio-inspiré qu'il a conçu en observant la structure des racines de palétuvier, plus de 2 millions de personnes boivent une eau pure. Nous ne lui avons donné que les outils, le génie était déjà là. L'écran changea pour révéler le visage concentré d'une adolescente de Kiev, assise devant un vieil ordinateur. Elle s'appelle Anya. Orpheline de guerre, elle a appris seule à coder. Elle a développé un algorithme d'intelligence artificielle d'une précision inégalée, capable de détecter des cancers à un stade précoce à partir d'une simple analyse sanguine. Cet algorithme, né dans un abri antibombe, sauve aujourd'hui des vies dans les hôpitaux les plus modernes du monde. Enfin, l'image d'un jeune homme de Mumbai apparut, les mains couvertes de graisse assemblant un mécanisme complexe. Et voici Rajan. Il a passé son enfance dans les réseaux d'égouts de la ville. C'est là qu'il a compris les principes du transfert thermique. Il est l'architecte d'une nouvelle forme d'énergie géothermique à faible coût qui alimente désormais des quartiers entiers. Ce ne sont pas des miracles, ce sont les conséquences logiques de l'opportunité. Chloé fit un pas en avant, son regard balayant l'audience. Le génie est partout. Il se cache dans les tunnels de service, il survit dans les camps de réfugiés, il rêve dans les orphelinats. Il n'a pas de classe sociale, pas de nationalité, pas de couleur de peau. Il n'attend qu'une seule chose, qu'on cesse de le regarder avec pitié ou mépris et qu'on lui donne enfin une chance de s'exprimer. Votre travail n'est pas de créer le génie, il est de cesser de l'ignorer. Un silence profond précéda une ovation qui fit trembler les murs de Station F. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, mais une vague d'émotions pures, une reconnaissance collective. Tandis que l'audience se levait, Étienne s'approcha de Chloé et posa une main protectrice sur son épaule, un geste qui bouclait la boucle de leur histoire. Alors que la caméra s'attardait sur leurs 2 visages, unis par un destin extraordinaire, une voix off conclut avec la leçon finale.
car le plus grand trésor n'est pas celui qu'on met sous clé, mais le potentiel que nous refusons de voir.